Bonjour à vous tous qui nous rejoignez sur IM-Media, im.media, hym.media pour nous écouter, nous regarder sur le web, bien évidemment. Avec nous aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Joanne Lobvé. Joanne, bonjour à toi. Bonjour Laurent. Très heureux de t'accueillir dans le cadre de cette émission. Peut-être que pour certains qui te découvrent, au moins le nom n'est pas anonyme, si je puis dire. Oui. Lobvé, forcément, c'est pas anodin. Tu es la sœur de Franck. Toi-même, tu es alors dans une même veine. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais On peut dire ouais. veine familiale. Ouais. Oui, parce qu'il y a aussi la maman. Alors, plutôt que d'utiliser des termes qui ne seraient pas forcément adéquats, comment est-ce que toi-même tu te définirais? Alors, je me définis comme une thérapeute, mais ça ne veut pas dire grand-chose. C'est juste. Voilà. Donc, disons que je me définis comme une accompagnante sur le chemin de développement personnel. Une accompagnante. Dans ce sens-là, ta spécificité, alors ça serait laquelle? Elles sont multiples. J'aide à y voir clair dans les blocages de la vie de tous les jours. Voilà. Je fais aussi des soins énergétiques, ce qui peut débloquer. Oui, réharmoniser. En même temps, c'est ta spécificité. Oui, c'est vraiment mon truc, ça. Donc, d'aller voir ce que nous dit la vie, ce que nous dit le corps plus précisément. C'est ce que ta mère d'ailleurs fait. Enfin, Ouais. fait. Elle a Disons. sa propre pratique technique, mais Voilà, elle a exercé durant, je ne sais pas combien de temps, elle exerce encore 35, 40 ans. Ouais, donc est-ce que tu verrais, toi, un lien entre sa pratique, sa vision Et la mienne? Et la tienne, ouais. Ouais, déjà, c'est vraiment mon éducation. J'ai vraiment grandi avec ça. Voilà, je pars peut-être pas du même point de départ que tout le monde parce que j'ai vraiment grandi avec cette vision qui est le corps nous parle tout le temps. Voilà. Lorsque justement quand tu étais gamine, au sein de la famille, de la fratrie, comment est-ce que tu te positionnes vis-à-vis de tes frères, sœurs? Clairement, celle qui fait le lien, puisque je suis la troisième d'une fratrie de 5. Donc au milieu, voilà, à faire le lien, à être celle qui temporise, celle qui fait le lien entre les petits et les plus grands. Voilà. Et j'ai été très proche de ma mère, très à l'écoute de son cheminement à elle. Et donc j'ai vraiment bu ses expériences. Voilà. Qu'est-ce qui a été pour toi, justement, dans la famille, donc très tôt, peut-être alors, j'allais pas tant dire les valeurs que la conception de ce qu'est l'être humain. Puisque ta mère, justement, faisait des rééquilibrages énergétiques, permettait aux gens de retrouver une certaine harmonie d'un point de vue énergétique, donc dans leur corps, dans leur état d'être. Comment est-ce que toi-même, tu as pu aborder l'être humain? Est-ce que ta mère t'en a parlé? Est-ce que c'est dans la vie de tous les jours, oui, tu sais Très vite, pour moi, ça a été la conscience de... On n'est pas qu'un corps, on est un corps énergétique également. Et j'ai eu la conscience de l'unité aussi par rapport aux autres humains très, très vite. C'est-à-dire, on n'est pas victime des autres, on co-crée. Ce genre de vision très tôt, ce qui fait que voilà, par rapport à tout ce qui m'est arrivé dans la vie, j'ai toujours eu cette vision de comprendre que ce qui m'arrive dans la vie a sa raison d'être, je le crée, je le co-crée avec ceux qui sont en face de moi. Mais ouais, vraiment cette notion de ne pas être victime et en même temps très fort la notion de... je vais pas dire que je suis dans l'amour inconditionnel, mais en tout cas savoir que ça existe et que c'est là qu'on va.
par rapport à, quand tu dis c'est là qu'on va par rapport à notre vision de nous-mêmes et des autres. Oui, cette conscience d'accepter ce qui est et de regarder ce qui est. Parce qu'elle amène quoi, cette conscience, justement, quand tu dis il n'y a pas de victime, moi derrière j'entends directement que finalement il n'y a plus la notion de bien et de mal, il n'y a plus la notion de dualiste. C'est quelque chose comme ça. Ouais, c'est regarder la vie et les expériences qu'on s'amène, qu'on se crée, avec l'idée qu'il n'y a pas ni une bonne façon d'agir, ni une mauvaise donc. Oui, ni une mauvaise, et qu'il n'y a pas des mauvaises personnes qui nous font du mal. Enfin, tu vois, quand je te parle de ne pas être victime des autres, c'est ça qu'il y a derrière. C'est chacun est créateur de sa vie, et donc on n'est pas victime des autres. Alors il y a une on chose va préciser, aussi. Je pense. C'est un petit peu dur là, mais c'est normal. Ça fait souvent ça oui. Les premières fois. Tu sais que, enfin tu sais, peut-être que tu en as rencontré. Il y a des enfants qui grandissent au sein de familles où un des parents ou les deux parents ont une certaine vision du monde, et c'est pas pour autant que l'enfant va adhérer, adopter. Et d'ailleurs, les parents qui ont cette conscience-là un petit peu, surtout n'imposent rien, laissent l'enfant faire ses choix. Et il peut y avoir aussi des enfants donc, qui comprennent pas trop ce que font leurs parents, ne souhaitent pas d'ailleurs comprendre, posent pas de questions et se créent eux-mêmes leur vision, leur paradigme qui peut des fois être éloigné de la vision du père, de la mère ou des référents. Or, c'est pas ton cas, donc non, oui. Je me posais, et puis bon, forcément, ça l'est pas aussi pour Franck. Je sais pas si dans toute la fratrie, il y a cette... C'est à peu près le cas pour tout le monde. Moi, la déduction que j'en ai faite, c'est que j'ai pris un raccourci pour... dans cette incarnation, j'ai choisi cette famille pour me souvenir plus vite de ce que j'étais venue faire. J'ai l'impression que je suis venue tendre la main et amener ma vibration d'amour sur ce plan. Et je suis vraiment très contente d'être tombée dans cette famille où, d'une part, j'ai une mère qui a fait la recherche de qu'est-ce qu'on est au-delà des apparences, et un père qui avait vraiment la sagesse. Et effectivement, j'ai jamais été dans le rejet. J'ai pas fait ma crise d'ado. Sérieux? Oui, c'est vrai. Ouais. J'ai jamais été dans le rejet. J'ai très vite trouvé ma place là-dedans. Alors, peut-être que vis-à-vis de la famille, ça peut être génial. Maintenant, il peut y avoir un inconvénient, parce qu'il y a généralement toujours une double facette. C'est vis-à-vis de l'école, vis-à-vis des camarades d'école. Il y avait clairement un décalage pour moi. Ouais. Alors, je me rendais compte qu'il y avait un décalage entre ma façon d'aborder la vie, ma façon de penser très tôt, dans la cour de primaire. J'étais en décalage avec la majorité de mes camarades dans ma façon de comprendre ou de comprendre la vie. Donc il y a eu des clashs, parce qu'en fait j'ai été tout au long de ma vie souvent amenée à dire ma vérité, et donc c'était assez bizarre, parce que je me retrouvais à parler comme une adulte, enfin on pouvait voir ça comme ça, à des enfants de mon âge. À l'époque, j'avais 8 ans, où je recadrais les choses en me disant non, mais là, j'ai pas envie de jouer à ça, quoi. J'ai pas envie de jouer à je suis ta copine, je suis ta copine, ce genre de trucs en primaire. Donc oui, voilà, il y a eu l'envers de la médaille, c'est peut-être ça, c'est qu'il y a eu quelques décalages. Mais bon, je sais que je suis pas la seule dans ce cas-là. On se sent un petit peu ne pas appartenir à ce monde. Mais dans l'ensemble, je suis très adaptable, donc ça s'est bien passé pour moi. Comment ça s'est passé pour, j'allais dire, les études? Est-ce que tu savais ce que tu voulais faire?
Est-ce que tu avais une idée précise? J'ai été très pressée, moi, donc j'ai mis fin à mes études assez rapidement, en fait. J'étais pressée de rentrer dans le vif du sujet. Ah oui, d'accord. Ouais. Est-ce que d'emblée, tu t'es mis là aussi à pratiquer ou est-ce que c'est venu progressivement? Comment ça s'est passé? Disons que j'étais la bonne amie qui s'est écoutée très vite, qui a les bons mots et voilà, sans dire que je faisais de la psychologie, j'en faisais quand même. Je pense que tout le monde en fait déjà à la base. Donc, voilà, c'est ça. Dès l'instant qu'on est à l'extérieur de la scène, on voit toujours plus clair. Ouais, je savais à peu près très vite ce que je voulais faire. Je voulais surtout créer je voulais créer une famille. Moi, j'avais envie d'enfants et je savais pas trop comment ça allait se dessiner la suite, mais il était clair que d'emblée, j'allais être celle qui aide comme elle peut. Et assez vite, j'ai reproduit la technique que j'ai apprise auprès de ma mère pour soulager dès l'instant qu'il y avait besoin et possibilité de l'utiliser. Alors, est-ce qu'il s'agit, parce que tu parles de soulager, alors on peut justement aborder quelle est ta vision de l'énergie d'abord, puisque c'est un travail alors, certains qualifient de bioénergéticien. Oui. Dans le temps, je sais n'ayons si pas peur des mots, dans le temps on disait guérisseuse. Ouais, guérisseuse, ouais. Alors c'est marrant parce que quand j'étais petite, à chaque fois que j'entendais quelqu'un évoquer un problème, que ce soit le sien ou celui de ses parents, tout de suite je pensais à ma mère et j'avais envie de dire, tu sais, ma mère est guérisseuse, elle va pouvoir t'aider. Et c'était assez délicat parce que voilà, aujourd'hui on en parle plus facilement. À l'époque, ça restait un petit peu hors norme. Ouais. Donc, ouais, je parlais de la pratique que tu as et en amont, c'est de savoir qu'est-ce que pour toi l'énergie, puisqu'on parle d'énergie à travers bioénergéticien, rebooteux, magnétiseur ou guérisseur. Qu'est-ce que ça apporte? C'est pas tant ce que ça apporte, c'est finalement quelle est ta vision de ce qui se passe. Est-ce que c'est venu avec des lectures, des films, sur la compréhension? Parce que finalement ta mère... je crois que ça a été le plus grand livre pour moi, ça a été ma mère en fait. Mais est-ce qu'elle comprenait, parce que, excuse-moi, je fais une pause, parce que les rebooteux, magnétiseurs, enfin qu'importe les qualificatifs qu'on leur donne, lorsqu'ils étaient en pratique, ils faisaient des manipulations énergétiques, mais sans comprendre des fois ce qui se passait. C'est-à-dire que tiens, là je ressens ça, donc je reste là, ou là, je ne sais pas si ta mère a été, vu que c'est l'ancienne génération, dans cette même logique finalement de pas trop savoir ce qui se passait, mais de le faire en fonction de son ressenti pur. Oui, il y a eu différentes étapes en fait. Elle a été dans cette recherche à essayer de sentir elle-même et comprendre elle-même. Je sais qu'elle a eu le plaisir et la chance de pouvoir vivre pas mal d'expériences qui lui ont montré d'autres plans, une autre compréhension. Et par la suite, elle a découvert cette technique qui expliquait justement voilà ce que tu es en train de décrire, c'est-à-dire les relations entre l'énergie et la conscience qu'on peut mettre dessus. À quoi ça correspond? C'est-à-dire? Dans cette technique, on peut lire les relations entre le corps et la conscience. C'est-à-dire qu'en fait, on est tout le temps informé par l'énergie autour de nous pour notre évolution. Et si on n'écoute pas son petit doigt ou sa petite voix, petit à petit, l'information redescend jusqu'à venir, par exemple, dans le corps, par une douleur, une blessure ou une maladie, nous parler de cette information toujours qu'on a besoin de comprendre pour avancer dans notre vie. Et là, c'est une technique qui... c'est comme si on pouvait apprendre une grille de lecture. Alors, est-ce que cette dernière a des référents ou des références dans la grille de lecture, ou est-ce que c'est d'une manière empirique? C'est-à-dire, est-ce que c'est parce que ta mère a eu l'occasion
de constater qu'à tel endroit il se passe telle chose, ou que Oui, quand c'est chaud ou froid. c'est vraiment... ma connaissance et mon expérience est vraiment le fruit de son expérience à elle et de tout ce qu'elle a pu éprouver, comprendre avec toutes les personnes qui sont venues la voir, entre un problème psychologique, un ressenti énergétique et finalement les réponses qui allaient avec et les changements qui s'en suivaient. Il y a eu le temps de prouver cette technique mille et une fois. Ouais, bah ouais. À partir de quel âge tu as commencé à pratiquer moi-même? Ouais, à poser les mains. Ouais, 15 ans à peu près. 15 ans. Et est-ce que tu as été dans l'expérience, je veux dire, en étant sans élastique, juste, je sais pas, auprès de tes camarades et de voir ce qui se passait, sans pour autant avoir ta mère qui était là en train de regarder? Oui, bien sûr. Ouais. Qu'est-ce que tu notais, toi, à ces moments-là? Parce que je ne sais pas dans quelle mesure le doute, entre guillemets, t'a habité à un moment donné, quand on commence quelque chose. Je crois que le doute fait toujours partie de soi, même quand on a maintes fois la possibilité des preuves tangibles dans la vie, de voir que ça fonctionne. Il y a le doute, ça s'en va jamais. Moi, je suis partie avec un bagage un peu spécial. J'ai la foi en... J'ai envie de faire un raccourci. J'ai la foi en l'amour, avec un grand A. Dedans, j'y mets l'énergie intelligente. Et j'ai appris cette technique non pas en étant obligé d'utiliser sa propre énergie pour donner un soin, par exemple, mais en captant l'énergie de l'univers et en se faisant canal d'elle, sachant que l'énergie est intelligente, bien sûr qu'on peut la diriger et avoir des intentions. Mais voilà, j'ai posé vraiment ma foi là-dedans. C'est assez clair. Ouais, carrément. Mais alors, quand tu dis l'énergie est intelligente, entre ta volonté à toi et ce que tu pourrais qualifier d'une énergie intelligente, que tu qualifies en même temps d'énergie d'amour ou de guérison ou de réharmonisation, enfin, chacun peut l'appeler comme on veut, l'énergie universelle. Quand tu dis intelligente entre toi qui en est le vecteur et elle que tu canalises, qu'est-ce que ça implique dans j'allais dire, ta contribution? Est-ce qu'elle se veut intelligente aussi ou pas? On essaye. Ce que je veux dire. Ouais. En fait, puisqu'on est on a un mental à nourrir, ce que j'apporte là-dedans, ça va être le décryptage, ça va être les mots qui s'accompagnent, ça va être les informations dites en mots pour comprendre mentalement et avancer, pas que dans le noir, et pas tout le monde n'a pas la foi pour marcher les yeux bandés. Donc il faut bien pouvoir mettre des mots sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on vient de bouger, sur le chemin qu'on a envie de prendre. Parce que quand on fait appel à quelqu'un comme moi ou comme ma mère, c'est qu'on a envie il y a une envie de quitter quelque chose pour trouver autre chose, d'avancer quoi qu'il arrive. Et ça, c'est à chaque fois? Pour toi, c'est une évidence dans tous les cas? Oui, vraiment. Donc vous êtes des passeurs aussi, d'une certaine manière? Ouais, c'est ça. On m'a qualifié de catalyseur une fois. C'est vraiment ça. C'est une transformation plus ou moins importante, mais c'est toujours une transformation d'aller toucher quelqu'un qui va mettre des mots sur un ressenti, sur un vécu, donc que ce soit bloqué ou juste incompris. Alors j'aimerais qu'on puisse rentrer un peu plus dans le détail, de façon à comprendre comment ça procède, parce que comme tu le dis, les personnes qui viennent ne marchent pas dans la foi, les yeux bandés, chacun, j'allais dire, a sa compréhension du monde, donc je peux facilement croire que quand on vient te voir, on n'a pas cette vision, j'allais dire, non duelle, en tout cas majoritairement, pourrait-on penser, que tu as sur la vie. Donc il y a,
j'imagine. Hein. Oui. Pour la plupart des personnes, c'est encore, bon, bah voilà, je ne suis pas réellement responsable de ce qui m'arrive. Et quand je dis ça, j'entends par rapport à une maladie, un symptôme, que ce soit par rapport à ma séparation avec mon compagnon, ma compagne, vis-à-vis des mauvaises ententes que je pourrais avoir au sein de mon travail. On a tendance effectivement à rejeter la faute sur l'autre. Preuve, s'il en est, une majorité à l'heure actuelle des citoyens français, quand on regarde l'actualité, bah voilà, c'est la faute d'un tel, c'est la faute d'un tel. Mais pour revenir à soi, essayer de se remettre en question et d'avoir apparemment cette logique dans le paradigme que tu me dis, mais finalement, pourquoi est-ce que je m'attire ça? Qu'est-ce que cette situation m'enseigne? Qu'est-ce qu'elle me montre de moi-même? On va dire qu'un certain nombre peut-être de gens l'ont, mais que ça reste encore peut-être assez minime. Donc pour toi c'est une évidence, tu parles de foi, donc la foi ça ne se justifie pas, c'est une évidence. Donc comme tu le dis en même temps, il faut essayer de rationaliser avec des mots, poser des mots sur des choses pour que les gens puissent être amenés à comprendre un petit peu. Maintenant, comment est-ce que tu abordes des personnes qui viennent avec cet état d'esprit te voir, parce qu'en plus tu enseignes ce que tu fais. Donc là aussi, je ne sais pas ce que les gens viennent chercher chez toi en voulant apprendre une pratique, une technique, parce qu'il en existe à foison, tu vois. Et tu parles de ta mère qui a eu l'occasion d'une manière empirique de développer ça avec un protocole, si on peut dire, peut-être. Oui, tout à fait. Tu me confirmeras. Donc, voilà, tout ça pour dire un peu tout ce qui vient quand tu me dis ça. Je me dis, ok, mais c'est un peu la porte entrouverte à toutes sortes de types de relations. En fait, les gens qui viennent me voir, même s'ils ne savent pas exactement ce que je vais leur dire, viennent. Je pense que c'est énergétique, d'une part. Alors, tu veux dire quoi? Eh ben, que ça parle à chacun. La personne qui tombe par hasard sur mon site ou sur mon nom ou qui entend parler de moi et qui sent qu'elle pourrait ou que ça serait bien pour elle de venir me voir, il y a l'idée que ça lui parle. Ça donc résonne. Pourquoi moi et pas le voisin? Ouais. Parce que dans l'énergie ça lui parle, ça lui sonne juste. Et en fait je fonctionne comme ça. C'est-à-dire que ce que je vais expliquer, ce que je vais décrire pour aider l'autre, même s'il n'a pas même s'il n'a pas du tout les mêmes croyances que moi sur le fonctionnement de l'univers et de la vie, je vais amener ma propre vérité. Et je vais éclairer son cas avec mon propre filtre, ma propre vérité. Et en général, ça tombe bien. Il ne s'est pas trompé de personne et ça lui parle, ça le touche et ça lui permet une autre façon de regarder son histoire et ça lui paraît en général assez évident et tout coule de source. Et ça, je pense que c'est pas parce que je suis la thérapeute super géniale, c'est parce que je suis la bonne pour telle personne. Parce que, voilà, à un niveau qu'on ne maîtrise pas, on ne va pas voir les gens par hasard. Ouais, d'où le terme de catalyseur ou de passeur, le fait d'amener la personne selon une plus ou moins grande échelle, mais à changer de regard sur ce Si on n'avait pas tant besoin de nourrir notre mental, je pense qu'on pourrait passer quelque temps assis côte à côte et ça suffirait. Puisque c'est un échange énergétique qui va dans les deux sens, hein, d'ailleurs. Hein, je sais pas... Pour moi, c'est toujours un cadeau, c'est toujours un travail. Et tout à l'heure, tu disais justement que tu avais appris via ta mère comment faire en sorte d'utiliser l'énergie universelle et pas que ça soit ta propre énergie. Donc quand tu parles d'un échange ou d'un partage, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu prends de l'autre ou qu'est-ce que tu laisses de l'autre? Alors, quand je parle de l'échange, là, c'est que chaque personne qui va arriver avec sa problématique... sa problématique va faire résonance en moi sur quelque chose que je suis en train de vivre, traverser, travailler. Et c'est à chaque fois ça? C'est à chaque fois. Et quand je ne le vois pas, c'est que c'est encore plus judicieux pour moi de le travailler. C'est que c'est peut-être encore un peu trop fort pour... Mais en général, j'ai pris le pli en tout cas
de bien être attentive au fait que la problématique que l'autre m'amène est encore un message pour moi d'aller y voir encore plus près voilà, ce que j'ai à comprendre là-dedans, ce que j'ai à... Ouais, c'est dans ce sens-là où tu dis que tu prends de l'autre, c'est finalement de savoir ou d'essayer de comprendre. Je ne sais pas si le terme comprendre est adéquat. Ce qu'il te renvoie de toi-même par rapport à certaines problématiques ou là où tu en es vis-à-vis de toi Si on part du principe que chaque échange humain, dans chaque échange humain, il y a un miroir à trouver. Alors je ne suis pas à la recherche spécialement du miroir, mais on est tout le temps... c'est pas toujours un travail non plus, c'est quelque chose à regarder. Simplement voir que on est dans tel ou tel schéma qui n'est pas toujours à pousser ou à transformer, mais juste simplement se voir déjà. Voir une part de nous-mêmes chez l'autre, juste ça. Sans pour autant qu'il y ait une problématique, mais juste... en fait, c'est ce que tu es en train de dire, c'est aborder l'autre comme si finalement c'était une part de moi-même qui s'exprime, et qu'importe cette part, qu'elle soit qualifiée de positive ou de négative, mais juste de la voir. Oui, de voir que ce qui est en train d'être dit ou de m'être montré, c'est à moi aussi. Voilà, je pense que le travail qu'on a à faire, entre autres, c'est de se rendre compte qu'on est tout. Et ça passe pas par dire « Ah, on est tout, ça y est, je sais que je suis tout », parce que c'est faux, on ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire qu'on... Mais de voir qu'on est tout et son contraire. Donc voilà, suivant ce que l'autre nous amène dans ses peurs ou dans ses blocages, dans ses facettes qu'il n'aime pas de lui, enfin... Alors comment est-ce que tu t'y prends? Parce que on pourrait dire qu'il s'agit peut-être d'être prêt en même temps à accueillir ce que tu vas pouvoir dire de l'autre par rapport à ce qu'il vit, son moment. Oui. Est-ce qu'on vient te voir uniquement pour des questions d'ordre physique? Est-ce qu'on vient te voir pour des questions d'ordre émotionnel, psychologique? Finalement, un peu tout ça. Ouais. Un peu tout ça? Oui. Ouais, la majorité du temps, c'est pas un problème physique. Ah ouais? Ouais. Enfin, en tout cas, en ce moment. Et on peut dire que l'énergie a pas mal bougé depuis 2012 et les gens se retrouvent à avoir envie de se poser des questions, envie d'aller plus loin dans leur compréhension de la vie, j'ai envie de dire. Et on vient souvent me voir en me disant, voilà, je fais un travail sur moi, je chemine depuis tant et tant de temps, et là, je suis bloquée dans ma vie, ou je ne sais plus par où aller, ou c'est plutôt des problèmes relationnels. Je ne trouve pas chaussure à mon pied, mon travail, je vais en changer, et je ne sais pas par où aller. Voilà. Après, il y a aussi des mots qui s'accompagnent, des mots du corps qui vont aider finalement à montrer ce que la personne est en train de vouloir traverser ou dans quelle direction elle a envie d'aller, quoi. Et donc, comment je m'y prends? Dans un premier temps, j'écoute l'histoire. Et en écoutant l'histoire, pour moi, se déroule le film, devient clair ce que la personne a besoin de comprendre, d'entrevoir ou de voir franchement. Voilà, des fois je ne fais que parler, donc là je vais expliquer ma compréhension, donc c'est toujours, je le répète, c'est ma vérité, et Ouais, tu l'imposes pas, tu donnes un autre éclairage. Évidemment. Et en même temps, tu dis que la plupart du temps, ça résonne sur ce que les personnes vivent. Oui. J'amène ma vision et en général, ça ouvre totalement pour l'autre. Ça éclaire le chemin. Et j'aime bien ça parce qu'en fait, c'est vraiment ce que je pense être venue faire. Voilà. Allumer des petites loupiottes pour voir le chemin, quoi.
Avec nous, Joanne Lobvé, aujourd'hui, pour pouvoir la contacter et la joindre, un site internet, un numéro de téléphone, un rêve d'ange tout attaché, .wordpress.com, un rêve d'ange en un seul mot, .wordpress tout attaché.com, et un numéro de téléphone, le 06 45 70 15 60, je répète, le 06 45 70 15 60. Joanne, on peut aussi préciser que tu n'es pas sur Paris, mais tu y viens plusieurs fois par mois. Oui. Donc, est-ce que tu peux donner peut-être pour les auditeurs, téléspectateurs, avec quelle fréquence finalement? Où est-ce que tu exerces en temps normal et Oui. avec quelle fréquence tu viens sur Paris? Alors, je viens sur Paris une fois par mois pour des consultations individuelles. Voilà, ça se fait sur 1 ou 2 jours. Donc, il faut vraiment en profiter, les places sont limitées. Et en même temps, c'est sur ton site, on sait quel jour, quel week-end tu es? Oui, alors à peu près. Ouais. Sinon, on peut toujours me contacter par téléphone. Pour voir directement. Et sinon, tu exerces? Sinon, j'exerce à mon domicile, en Alsace, mais en fait, beaucoup à distance, par téléphone. Donc, pour faire ce travail de compréhension orale. Et pour des soins énergétiques également, je pratique à distance. C'est vraiment une technique qui est possible de faire à distance et qui est vraiment très, très efficace. On va approfondir ça durant l'émission aussi. Et donc, tu formes. Alors, oui. Quoi? Alors, c'est tout nouveau, c'est tout neuf. Je propose donc des formations où je vais enseigner la technique que je t'ai plus ou moins décrite là. Donc pour moi, l'idée c'est de donner une base que je sais maintenant être vraiment sûre quand on veut travailler avec l'énergie pour aider, pour soigner sur quelqu'un. C'est une technique qu'on peut pratiquer pour soi, mais l'idée c'est de faire des soins. Et donc j'ai eu assez l'occasion de constater que cette technique utilisée dans le protocole que j'enseigne est vraiment une bonne base pour, entre guillemets, ne pas faire de bêtises. Et c'est plus que ça, puisqu'elle permet d'appréhender justement cette grille de lecture dont je te parle, qui est la relation entre le corps et la conscience. C'est le dialogue de soi à soi, en fait, hein, de son corps à sa part plus élevée, et comprendre ce qu'on est en train de vouloir se dire à travers notre corps, puisque en fait ça ne s'arrête pas à des douleurs ou à des maladies, mais c'est vraiment comment expliquer ça, enfin voilà, je suis très contente de pouvoir enseigner cette technique parce que c'est plein de ramifications. Je ne pourrais pas t'expliquer comme ça. De toute façon, je vais approfondir, je vais poser des questions, mais en même temps, tu peux te déplacer dans toute la France oui. le temps d'un week-end ou de 2 jours, puisque ça dure 2 jours, pour enseigner à ceux et celles qui seraient intéressés. Donc, n'hésitez pas à contacter Joanne. Je reviens sur les personnes qui viennent te voir, et c'est pas tant pour des problèmes d'ordre physique qu'ils viennent te voir. Ça, je trouve ça étonnant, car généralement, ceux qui vont voir un bioénergéticien, c'est aussi parce qu'ils ont des symptômes, ils ont des problématiques d'ordre physique, et on sait que ça marche, quoi. Même les hôpitaux font appel à des barreurs de feu ou autres. Donc la question serait de savoir finalement que toi-même, appelant certaines personnes en résonance, hein, comme tu dis, des parts de toi qui viennent s'exprimer devant toi, et inversement, il y a cette notion de partage. Lorsque tu reçois la personne, est-ce qu'il y a un questionnaire? Est-ce que, et quand je dis questionnaire, c'est pourquoi la personne vient et qu'est-ce qu'elle attend de la séance? Peut-être tout simplement. Est-ce qu'il y a des demandes particulières? Est-ce qu'on vient te voir juste, écoutez, je viens comme on irait voir, je sais pas,
son dentiste une fois par an, tu vois, histoire de faire un petit Non, bilan. il y a des demandes, il y a toujours une demande. Vraiment, ce qui résume le mieux, c'est une demande d'y voir plus clair. Et souvent, enfin, il arrive quand même que les gens soient poussés par une douleur récurrente ou un problème physique pour arriver jusqu'à moi. Mais derrière, il y a toujours cette envie d'aller plus loin sur son chemin personnel, en fait. C'est vraiment un travail de développement de la conscience, pour le coup. Si on parle de ça, est-ce qu'on peut parler de clairvoyance? Puisque oui. Forcément, on fait association avec ton frère, qui, lui, met en mots tout simplement là où en sont les personnes, d'où justement le traducteur qu'il peut représenter. Oui. Pour ta part, il y a un mixte, oui. j'entends, entre ce que peut pratiquer ton frère d'une manière de l'excellence et puis ce que peut pratiquer ta mère aussi dans l'excellence avec 35... on peut dire que c'est ça, c'est le mix. Ouais. Oui, parce que, donc, bien sûr, je vais fonctionner avec ce que je sais être vrai pour moi, dans le fonctionnement de la vie. Et je vais avoir des traits de clairvoyance qui vont se manifester de différentes manières, que ce soit des flashs ou des mots ou un ressenti. Enfin, ça prend vraiment toutes les formes. Et ça va aider parce que parfois, quelqu'un peut être bloqué dans sa vie pour faire telle ou telle chose. Et puis, ça va être... l'information va me venir d'ailleurs et ça ne va pas être quelque chose que la personne aura pu me dire, puisque ça peut être lié à l'enfance, mais ça peut être lié aussi à une vie d'à côté. Est-ce que les infos te viennent quand tu as la personne en dialogue, en tête-à-tête, ou est-ce que c'est parce que tu imposes les mains, Alors, tu es dans un certain état de conscience que tu as les informations? Les deux, parce qu'en fait, quand je me mets à l'écoute de la personne, je me mets déjà dans un certain état. Ouais. Donc ça peut être pendant le dialogue et ça peut être pendant le soin. Et je ne fais pas toujours un soin dans les séances où je reçois les gens. On peut simplement parler et arriver au résultat attendu. Et parfois, il y a besoin d'un soin parce qu'il y a des douleurs physiques. Et puis, c'est l'occasion encore d'entendre le corps et ce qu'il a à dire et faire passer comme message. Et en même temps, je me pose la question, tu dis qu'il n'y a pas forcément besoin d'un soin, tu veux dire que juste par les paroles, des fois, ça permet de remettre l'énergie en circulation à sa place pour que la personne... Oui. Donc, d'où le fait qu'il n'y a pas forcément besoin d'imposer les mains. C'est ça. Alors, dans quelle situation, pour toi, tu passes à... Alors, ça diffère. La plupart du temps, quand il y a mot physique, on va poser les mains. Et parfois aussi, le dialogue passe pas au mieux. Hein, c'est pas toujours hyper fluide. Des fois, le mental fait barrière ou j'ai pas été étudier exactement ce qui se passait dans ces moments-là. Et des fois, j'ai l'impression de ne pas avoir exactement ce qu'il faudrait pour débloquer le problème ou pour aider la personne. Et en passant par le soin, je vais avoir d'autres informations qui vont venir et ça va être plus clair pour l'autre. Alors, voyons un peu le protocole. Qu'est-ce que tu mets derrière le protocole? Le protocole du soin. Ouais, puisque tu me parles de ta mère et que c'est ta mère qui t'a enseigné ce protocole-là. Donc, ça consiste en quoi? Alors, ça consiste à aller visiter chaque chakra, donc avec un rééquilibrage sur chaque centre. Donc, protocole il y a parce qu'il y a un ordre à respecter, une façon de faire à respecter, comment je vais mettre mon attention, comment je vais me positionner moi physiquement, où est-ce que je vais poser mes mains exactement,
le corps énergétique est constitué d'une certaine façon et en fait le protocole consiste à respecter la forme qu'il est censé avoir, on pourrait dire ça comme ça. C'est une technique qui permet donc de rééquilibrer bien sûr, mais de voir aussi s'il y a des fuites énergétiques, s'il y a un décalage entre le corps physique et les corps énergétiques. Enfin voilà, ce genre de choses. Tu parles d'intention. En quoi l'intention est importante par rapport au soin en lui-même? Donc c'est pas contradictoire avec l'idée de se faire canal et de laisser faire l'énergie. On peut avoir l'intention de faire du bien à l'autre. Ouais, c'est dans cette idée-là. Et puis je parle d'intention parce que dans cette technique, il n'y a pas besoin... enfin, on peut démarrer à pratiquer et apprendre cette technique sans spécialement avoir la vision intérieure, la vision du troisième œil. Et pour ça, on va focaliser, ou du moins on va utiliser son intention et imagination. Et en quoi excuse-moi, je me permets de te couper. Quand tu parles d'avoir son troisième œil d'ouvert et que ce n'est pas nécessaire, je ne comprends pas qu'est-ce qui vient faire là-dedans. Parce qu'en fait, l'idée, quand on pratique cette technique, c'est qu'au bout d'un moment, quand on impose les mains et qu'on ferme les yeux, on peut voir le centre d'énergie. Voilà. D'accord, ok. Et donc voir s'il fonctionne bien, s'il a la bonne fréquence, la bonne vitesse, etc. Ah d'accord, voilà. Ok. Et donc c'est toi-même, tu peux voir ça? Et je ne vois pas tout le temps la même chose. Ouais. C'est du Johan, ça. Moi j'ai démarré avec, comme je te disais, peut-être un besoin d'éprouver ma foi. Et ça n'a rien de religieux là-dedans. Hein. Et donc j'ai beaucoup pratiqué dans le noir. C'est-à-dire, voilà, avec aucune vision. Et donc j'ai appris cette technique. On m'a expliqué que je pouvais imaginer, si au bout d'un certain temps je ne voyais toujours pas le chakra, je pouvais imaginer, sachant quelle couleur, quelle intensité il devait avoir. Et c'est que plus tard que j'ai commencé à avoir des sons ou des odeurs ou un ressenti chez moi ou la vision. Et en fait, je ne sais jamais ce que je vais avoir quand je pose les mains. D'accord. Et donc, c'est intéressant, c'est en même temps tout ce côté d'avoir des visions, mais pas tant le fait de voir ou pas les chakras, mais tu parlais d'information pour la personne. Et d'avoir à lui transmettre ce qui vient, et ça peut se traduire, ces informations, tu peux les ressentir par, tu disais, alors ça peut être un mal de ventre, ça peut être... oui, pas spécialement une douleur, mais un ressenti. Voilà, ça peut être aussi des images qui sont parlantes pour l'autre, finalement, parlantes pour moi, parce que je peux vite faire le lien, vu que je sais à quoi correspond tel endroit du corps. Et donc, oui, dans un soin énergétique, on a souvent la conscience de l'autre va nous amener des images qui peuvent paraître insolites et qui sont vraiment l'information qui va débloquer ou qui va faire prendre conscience. On appelle ça des formes pensées. D'accord. Alors j'aimerais saisir, ça a l'air d'être très simple. Quand oui. Tu nous en parles comme ça... Ouais, ça l'est. Ouais, ça l'est tellement que notre mental voudrait compliquer la chose. Alors, explique-moi en quoi consisterait pour toi à enseigner durant 2 jours. Si c'est tellement simple, on pourrait peut-être penser qu'une journée suffirait. Et donc, l'état d'esprit des personnes quand elles viennent, je ne sais pas si elles s'attendent à quoi que ce soit. Généralement, on a tendance à projeter
certaines choses que l'on va trouver en allant faire une formation, à la rencontre de quelqu'un, etc. Ça va être compliqué, ça va être facile, bref, je ne sais. Qu'est-ce que toi, tu as pu constater dans justement les formations que tu as pu donner, les groupes qui viennent, leur état d'esprit au début, à la fin, et qu'est-ce que tu leur enseignes pour toi, qu'est-ce qui est essentiel? Parce qu'apparemment, la technique, c'est pas l'essentiel. Ce que tu es en train de nous dire, c'est en même temps de développer une certaine écoute de soi, écoute de ses ressentis, faire confiance, non pas dans la tête, mais à ce qui pourrait venir comme sensation dans son ventre, comme vision, comme peut-être, je sais pas, une clairaudience, bref. Donc ça prend, mais en même temps c'est beaucoup plus long que juste d'imposer les mains. Enfin, je ne vois pas forcément le même rapport dans l'apprentissage. Il y en a un, c'est la conscience, et l'autre, c'est plus une question de technicité. Disons que c'est pas séparé. C'est pas séparé. Et là où il y a besoin de temps, justement, c'est d'apprendre cette technique. Moi, je l'enseigne. Bon, j'en suis qu'au début de cet enseignement, donc je ne vais pas pouvoir te parler vraiment de référence en tant que sur les demandes des groupes en général. Mais ce qui se passe, c'est que ça ouvre à plein de questions. Et alors, si j'ai vu ça, ça veut dire quoi? Si j'ai senti ça, qu'est-ce qui se passe? Et moi, je suis en train de pratiquer, et là, je sens que mes jambes tremblent ou que j'ai la tête qui tourne. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, la technique en elle-même est très simple, à tel point qu'un enfant pourrait la pratiquer. Mais de la pratiquer amène énormément de questions et de compréhension, finalement. Et ça va... ça ouvre vraiment tout un champ de compréhension sur la relation entre le corps et la conscience. Alors avant l'émission, on avait eu l'occasion d'échanger un temps soit peu, et tu me faisais part par exemple d'un groupe à qui tu as eu l'occasion de donner justement une formation récemment, et tu m'as fait part de l'état d'esprit un petit peu dans lequel ils étaient venus au début et l'état d'esprit à la fin. Donc qu'est-ce qui s'est passé? J'aimerais bien saisir ou comprendre qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu, je ne sais pas si on peut parler de déclic, il y a eu... Déjà, c'est... faudrait leur demander. Le fait de ressentir, je pense, la vibration qui change, parce que moi, j'ai envie d'enseigner cette technique avec une certaine éthique, qui est que la mienne, hein, toujours. Donc forcément, on se met dans un état d'esprit ou plutôt un état vibratoire qui va changer. Hein. Là, les gens quittaient leur travail, arrivaient à cette formation dans un certain état. Et le fait de parler, le fait d'unir le groupe, on s'est mis dans un état vibratoire un peu plus élevé, ce qui amène déjà... on n'a pas envie d'en sortir, on a envie de continuer, on a envie de prendre le temps de se poser toutes les questions. Là, il se trouve que le temps était un peu limité, donc c'était un peu délicat. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a appréhendé la technique un tout petit peu et d'une façon assez simple, donc pas dans son entier. Mais ils ont tout de suite été en binôme pour tester la pratique. Donc ils ont travaillé, et donc ils ont forcément commencé à sentir des choses, et ça a amené énormément de questions, énormément de contentement, parce que quand on a envie d'apprendre une technique énergétique, soit, mais quand on se met à la pratiquer et qu'on ressent... ça amène de la joie, déjà, tout simplement. En fait, on fait du bien à l'autre, mais dès l'instant qu'on se fait canal pour envoyer une charge énergétique à quelqu'un, on se sent mieux tout de suite soi-même. Donc ça va dans les deux sens. Et je sais pas, je pense que c'est le fait d'avoir commencé à pratiquer,
questions et les réponses qui ont été faites. Voilà, ce qui est vraiment intéressant dans cette technique, c'est que effectivement, elle est simple, mais elle amène, voilà, elle ouvre sur vraiment toute une autre vision en fait. Ouais, on en revient à ce que tu disais au début. Et ce que ça implique. Comment ça se passe parce que parmi les personnes, on peut très bien choisir d'expérimenter une pratique énergétique comme tu le fais, que ce soit pour soi ou pour les autres. Sans vouloir bouger rien de soi, sans vouloir que ça nous fasse quelque chose. Non, je pense pas. Non, je pense que c'est évident qu'il y a forcément un travail qui se fait intérieurement. Cependant, je peux constater en tout cas qu'autour de nous, chacun ne perçoit pas avec la même amplitude dans le ressenti de son propre corps ou de ses mains. Certaines personnes, par exemple, pour peut-être un certain nombre, pas négligent, n'arrivent pas à ressentir tout ce qui a trait au bas du corps, le bassin, les jambes, les pieds. Donc cette écoute-là, vu que c'est un travail qui doit être fait en fonction de là où on en est chacun, comment est-ce que, vis-à-vis de ceux que tu peux recevoir ou accueillir, quelle est la clé pour toi pour être à l'écoute de son corps quand on n'est pas habitué à l'être à l'écoute, que peut-être, imagine, je viens te voir pour que tu me formes et puis je ressens rien, je fais quoi? Ou j'ai le sentiment de rien ressentir, plutôt. Ouais, ça n'existe pas. Non mais, bon, après je sais. C'est quoi la clé? Qu'est-ce qui te permet, toi, comment tu peux expliquer que tu es à l'écoute de ton corps plus que peut-être la plupart des gens? C'est une question un peu bizarre, mais enfin pas bizarre, hein, mais je me suis pas posé cette question. Ça te semble une évidence pour toi ouais, il y a de ça. Après, quand on aborde l'énergie, on se rend compte que c'est pas c'est un des sens qui n'est pas habituel. Enfin, on est dedans depuis qu'on est né, mais quand tu dis un des sens, si tu veux, si je touche, j'ai une certaine sensation. Quand on touche l'énergie, c'est une sensation plus subtile. Voilà. Et quand on s'habitue à sentir ce genre de subtilité, ouais, ce genre d'énergie, enfin ce genre de subtilité. Ouais, c'est quelque chose qu'on appréhende au fur et à mesure. Et c'est valable pour tout à chacun. On peut vraiment développer ça. On peut tous sentir. Là, ce qui était, c'est vrai que je me suis pas posé la question parce que le petit exercice qu'on a fait pour aborder une première fois l'énergie, recevoir et donner. J'avais expliqué comment capter l'énergie universelle avant de démarrer et je me suis attardée pour savoir si tout le monde sentait dans ses mains et tout le monde a senti. Je pense qu'on est tous capables aujourd'hui de sentir et qu'effectivement ça va très vite et qu'il n'y a pas besoin de se mettre... Bon, on était déjà tous dans un certain état vibratoire parce qu'on avait fait une méditation ensemble avant, etc. Donc le fait d'élever sa vibration nous permet d'aborder plus facilement ce sens, justement. Et tout le monde a pu sentir l'énergie dans ses mains. Donc ça, ce que tu dis implique peut-être pour commencer à exercer, quand il n'y a pas l'effet du groupe, c'est de se mettre, ou de prendre un temps pour soi, pour se mettre dans cet état un petit peu de conscience de soi, conscience du corps, cette fameuse méditation dont tu parles, qui peut aider à être plus à l'écoute des ressentis, de ce qui se passe dans son corps, dans ses mains, c'est bien ça? Oui. J'aimerais revenir, s'il veut bien, sur cette vision globale, parce que quand tu parles d'état de conscience, passer d'une vision duelle à une vision non duelle, sachant qu'il y a des allers-retours, on reste des fois plus dans l'un, puis après plus dans l'autre. Ouais. J'ai à cœur, à travers Immédiat, justement d'essayer
de faire passer cette prétention-là, je ne sais pas si c'est entendu ou pas, mais qu'importe, de ramener tout ce qui a trait à la spiritualité, au lieu que ça soit, je sais pas, New Age, ou quelque chose de très éthéré, de ramener ça dans la matière et d'essayer d'expliquer le plus possible. Et c'est vrai, la mise en mots n'est pas évidente. En quoi consiste le fait d'incarner la chair, de mettre l'esprit dans la chair. Et à travers ta vision justement non duelle, de cette compréhension que finalement on n'est pas séparé de quoi que ce soit et qu'on est le créateur de sa vie dans ce qui... voilà, je récolte ce que je sème, consciemment ou inconsciemment. Et en fait, ce que j'ai le sentiment en train de nous dire, c'est en même temps d'être conscient que perpétuellement on est créateur, mais à travers quoi est-ce que c'est parce que tu parles de l'énergie, tu parlais du mental, il y a de l'émotionnel, et puis après il y a le monde de la forme, quoi. Je frappe ma main contre ma cuisse, le résultat, c'est un bruit, ça fait mal. Donc tu vois ce que j'essaie d'aborder, c'est finalement cet état de conscience, est-ce qu'il est... D'ailleurs, ce qui est peut-être important, peut-être même de préciser, c'est que tu ne cherches pas... il ne s'agit pas de faire de la propagande, il ne s'agit pas de vouloir convertir, tu ne parlais pas de religion et tu vis ta vie et j'imagine que ce qui se passe, chacun mène sa vie du moment où il y a la notion de respect, etc. Maintenant, c'est sûr que si on vient de voir pour apprendre une pratique, une technique, ce que j'entends, c'est que ce n'est pas tant une technique, c'est aussi avoir conscience des énergies. Et avoir conscience des énergies veut aussi implicitement dire avoir conscience qu'on est émetteur, récepteur, comme une antenne, et que dans ce sens-là, effectivement, on est créateur. Qu'est-ce que j'émets ? Et forcément, puisque j'émets quelque chose, je vais recevoir en retour. Donc, il y a cette logique-là. Donc, si on veut expliquer comment on est créateur et l'expliquer de façon très terre-à-terre, puisqu'on vit dans notre corps physique et on a notre vie physique de tous les jours, l'idée c'est de se pencher sur qu'est-ce que j'émets en pensée. Pour toi c'est primordial ça. Oui. Alors on sait qu'on est conscient d'une part minime de nos pensées et que la plupart de nos pensées sont inconscientes. Donc on crée notre vie de tous les jours avec des pensées dont on n'a même pas conscience. Donc des pensées réflexes, des pensées qui naissent de notre éducation, de nos lignées, du pays dans lequel on est né, de la culture, etc. Et on n'a même pas remis en question ces pensées-là, puisqu'on en a à peine conscience, voire pas du tout conscience. Le jeu auquel je joue en ce moment, c'est d'essayer d'éclairer le plus possible tout ce flot de pensées inconscientes. En regardant ma vie, je sais ce que je suis en train d'en penser. Si je regarde ma vie, je peux savoir ce que je pense. Tu peux nous donner des exemples ? Quand tu dis ma vie, quand je regarde ma vie, c'est... Oui, si par exemple, je me sens agressée ou je vis dans un monde où je me fais... un exemple concret. Disons que la vie est tout le temps en train de m'exaucer, d'exaucer mes pensées. Et donc, ce que je crois être vrai est manifesté dans ma vie. C'est terrible, quelque part. Oui. Je vais t'expliquer pourquoi je dis c'est terrible. C'est-à-dire que je peux donc trouver toujours justification à dire, par exemple, c'est la faute de l'autre. Et qu'importe ce qu'on peut mettre derrière. La France par rapport à l'immigration, la guerre entre les sexes, ou les différentes ethnies, les couleurs des gens, ou le fait d'être misogyne,
que sais-je, bref, et que je dise, mais si j'ai raison, parce que, et puis je vais trouver un argument qui va quelque part valider le fait que je pense ce que je pense. Et donc, grosso modo, tu es en train de dire, si je comprends bien, finalement, notre vérité va toujours trouver justification de toute façon. C'est ça. Donc, effectivement, tout le monde a raison, puisqu'on ne fait que d'être exaucé dans notre croyance que les hommes sont plus grands que les femmes, oui, voilà. Par exemple. Mais donc, pour revenir à toi, sur cette notion d'être créateur, ça implique quoi si finalement on peut tout le temps trouver validation à ce que l'on croit? La question qui se pose en amont, c'est finalement, qu'est-ce que je veux croire? Qu'est-ce que je souhaite croire? Au-delà de ça, et avant ça, j'ai envie de dire, c'est qu'est-ce que je suis vraiment en train de penser pour vivre la vie que je vis? Si dans ma vie, il y a des espaces qui ne me plaisent pas ou des relations que je n'arrive pas à avoir comme je souhaiterais, ou si j'ai pas ce que je veux, je demande, mais j'ai pas ce que je veux. Je demande l'abondance et puis je suis tout le temps en train de ramer et j'ai pas assez d'argent, etc. Prenons cet exemple, qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'il faut que j'aille regarder, essayer d'éclairer mes pensées hier inconscientes, puisque le but c'est de devenir conscient de ces pensées-là, et d'aller voir ce que je pense réellement de l'argent. Et si j'en ai pas conscience? Eh bien, figure-toi qu'il se trouve qu'on peut demander à voir clair dans ses pensées, et ça fonctionne. Alors explique-nous ce tour de magie. Oui, il suffit de poser comme demande, par exemple, de devenir transparent envers soi-même. J'ai fait cet exercice. Ce qui va impliquer de voir ces mécanismes. Donc on a des mécanismes de pensée qui nous emmènent dans telle ou telle situation, qui nous emmènent à vivre toujours la même boucle où j'arrive pas à faire ce qui me rend heureux, je sais pourtant ce qui me rendrait heureux, mais je sais pas pourquoi. À un moment donné, je me détourne, alors on va parler du saboteur en soi, etc. Et le fait de demander, personnellement, j'ai demandé à l'invisible, j'ai demandé autour de moi, à l'univers, je veux me voir, je veux voir mes pensées. Parce qu'en fait, souvent, on voit quand on est déjà les deux pieds dans ce schéma récurrent. Et là, ça m'a permis de voir un petit cran avant. C'est-à-dire comment mon mental m'emmenait par des réflexions bien cohérentes, comment j'allais plutôt prendre à gauche qu'à droite, et finalement, j'allais encore ne pas aller là où ça me fait vraiment plaisir. Donc le mental n'est pas un saboteur, c'est juste, il joue son rôle, il a pour fonction de maintenir le corps physique en vie, et tout ce qu'on va amener de nouveau, que ce soit une pensée nouvelle ou une action nouvelle, il va essayer de s'en détourner, enfin de nous en détourner, parce que pour lui c'est synonyme de danger de mort. Donc c'est assez fort ce qui s'agite en nous, et donc parfois c'est pas simplement ce ressenti, cette adrénaline d'une émotion qui monte et qui fait peur et où on a un certain trac de faire les choses, mais c'est simplement des pensées qu'on n'a même pas vu passer et qui vont nous emmener simplement à prendre à gauche plutôt qu'à droite ou inversement. Et donc le but du jeu, c'est de se voir. Ce qui implique aussi d'être prêt à ça, parce que en fait on va se découvrir, on va découvrir comment on a peur d'être grand, ou de grandir, comment on aime bien rester dans nos schémas de plaintifs, comment finalement c'est rassurant de laisser vivre notre part de Calimero, donc c'est trop injuste, je ne suis pas responsable. Comment on a peur de s'aimer soi-même, parce que ça implique de ne plus demander
de plus chercher la reconnaissance à l'extérieur. Tout ça, ça fait très très peur en fait. Et donc, il faut être prêt. En même temps, on est, j'ai envie de dire, dans l'énergie, on est vraiment aidé et on ne se retrouve jamais, jamais seul à traverser tout ça. On est soi avec soi. On devient schizophrène. On devient schizophrène ? Oui, non, je plaisante avec ça, mais ça demande aussi à ce moment-là d'instaurer vraiment le dialogue, franchement, avec soi-même. Et donc de rassurer cet enfant qui est le mental et qui a toujours peur de tout ce qu'on va faire de nouveau. Et peur d'être seul, peur de ne pas être aimé, peur d'avancer parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière la porte. Voilà, il y a cette part de nous qui sait quand le chemin est juste et qui a au fond de son cœur l'assurance que c'est par là qu'il faut aller et enfin voilà, le dialogue à entamer, c'est vraiment de s'auto-rassurer pour réussir à faire cet exercice-là et pour réussir à dépasser finalement ces réflexes, ces pensées réflexes. Parce que c'est vraiment des pensées réflexes. Donc il y a vraiment beaucoup de boulot quand on va par là, mais il suffit de démarrer et de démarrer petit à petit. Voilà. On a repéré quelques schémas en nous qui sont récurrents et qui nous emmènent dans des situations ou des relations pas agréables, ou des ressentis pas agréables, ou toujours le même genre de problème dans le travail, etc. On arrive maintenant à avoir quelques-unes de ces situations et il s'agit de commencer petit à petit à attraper le fil de la pelote de laine pour dérouler et voir les mécanismes qu'on a posés sur notre fonctionnement. Et dès le moment où on voit le mécanisme, ça permet de déstructurer donc le schéma et de faire en sorte qu'on n'en soit plus le prisonnier ou le jouet. Là, on est victime de soi-même. Ouais. On peut dire qu'on est victime de soi-même si on n'est pas victime assume dans la son vie. plein gré, comme dirait l'autre. Ouais, c'est ça. Je vous rappelle Joanne Lobvet avec nous aujourd'hui, Lopvet pour le nom de famille. Joanne Lobvet qui vous propose de la retrouver sur son site, unrêvedange.wordpress.com, un rêve d'ange tout attaché, sans accent, sans apostrophe, .wordpress, tout attaché aussi, wordpress.com. Son numéro de téléphone, le 06 45 70 15 60. Je répète, le 06 45 70 15 60. Joanne, on peut te retrouver le temps de quelques jours sur Paris, une fois par mois. Oui. Et sinon, tu reçois les personnes là aussi via... alors aussi bien le téléphone ou Skype ou encore en Alsace puisque tu habites là-bas. C'est l'occasion justement d'aborder cette conscience dont tu viens de nous parler et comment elle peut s'ouvrir petit à petit. La souffrance, moi j'entends dans tes propos qu'elle vient du fait surtout qu'on s'identifie à la croyance que l'on a. Oui. Et à la rigueur, si on regarde bien ce que tu à la croyance limitée que l'on a. Mais on a tous des croyances peut-être plus ou moins limitées. Enfin, sinon, on ne serait peut-être pas là. Je sais pas, dis ça parce qu'en fait, c'est en poussant ses limites qu'on va moins souffrir finalement. Ouais. Après, faudrait. Et là, pour le coup, c'est pour ça que je mentionnais l'attachement à l'ego et dans le sens de l'attachement à ce que l'on croit être du monde qui est limitatif. Et vu qu'on va trouver toujours un justificatif pour valider notre vérité, il n'y a pas de problème. Donc la question que tu poses, c'est est-ce que nos croyances, est-ce que nos vérités nous font du bien ou pas ? C'est ça. Ouais. C'est le seul point à changer. S'il y a quelque chose à changer dans nos vies, c'est souffrance ou plaisir. Donc ça restera en fait des croyances qui changent. Sauf que les croyances que l'on aura décidé en conscience de prendre, eh bien, nous feront du bien puisqu'on les aura choisies en conscience pour le coup. Enfin, des croyances, on peut affiner là. Il y a aussi des lois universelles. Et là, j'ai envie de dire, c'est ma propre vérité. Tout le monde n'est pas obligé d'adhérer. Mais il y a des lois universelles qui font que
quelles que soient nos pensées, on est tout le temps exaucé. Et en partant de ce principe, alors là, c'est plus une croyance, mais donc si nos pensées sont le moteur de la réalité matérielle et que je pense que ceci est juste, alors je vais aller travailler sur mes pensées. Ouais, d'où le fait d'en prendre conscience. Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui m'habite? Et de les choisir, et pas d'être, on va dire, l'esclave, conscient ou inconscient, voilà, de ses conditionnements, de sa culture. On peut prendre le meilleur de sa culture, on peut prendre le meilleur de ce que les parents nous ont transmis, on peut prendre le meilleur de nos relations, et puis accepter de s'ouvrir à l'inconnu, ce qui effectivement est le plus difficile, hein, parce que les habitudes, pour les changer... mais en même temps, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est le fait de prendre conscience. Dès le moment où on prend conscience des pensées qui nous habitent, on peut être à même de voir si, tiens, celle-là, voilà, je suis dans un hypermarché, qu'est-ce que je choisis d'acheter parmi tous les fromages ou toutes les différentes marques d'un produit que je veux? En théorie, c'est très très simple. En théorie. Ouais. Après, en fait, là où ça pourrait être un peu moins simple, c'est juste que ça remue émotionnellement. Comme je te disais tout à l'heure, c'est pas toujours facile d'être d'accord, de ne plus se plaindre ou de ne plus être victime de son voisin. Moi, je compare ça à l'idée de devenir adulte. Donc, je suis responsable de ce que je crée, de ce que je vis et de ce que je ressens aussi. Et je ne mets pas de côté mes peurs, je ne mets pas de côté mes souffrances et je ne mets pas de côté les émotions que ça me procure de faire des pas en avant. Oui, il ne s'agit pas justement là, pour le coup, de fuir dans un espace non, pas du tout. Qui n'est pas justement sur Terre. C'est ce qu'on l'idée, rejoint. C'est justement de reprendre vraiment ma vie en main, de reprendre les rênes de sa vie, de son corps. Et l'idée derrière, c'est quel est le sens de l'incarnation, pourquoi une part de nous vient s'incarner dans un corps pour vivre dans cette matière. Pour moi, la réponse, c'est jouissance. Jouir de ses sens dans un corps, ce qu'on ne pourrait pas faire si on n'était pas dans le corps et si on était juste perché dans ces ces mondes invisibles. Quoique, en tout cas, on peut peut-être dire que dans certains hôpitaux psychiatriques, des gens qui ne sont pas sur Terre, dans leur esprit en tout cas, qui sont ailleurs et vivent réellement ce qu'ils croient vivre, même s'ils n'habitent pas réellement leur corps, quoi. Donc, mais si ça avait été ça le but de leur vie, ils ne seraient pas venus dans un corps. Est-ce qu'ils jouissent de leur corps? Est-ce qu'ils sont vraiment dans du bien-être dans leur corps? Là, on sait que la réponse est non. Ouais. Mais c'est parce qu'ils ont apparemment décidé de choisir de vivre. Ou peut-être qu'ils n'ont pas été compris. Mais en même temps, ce que tu nous dis, quand on regarde le monde, ça remet les choses sous un angle totalement différent. Quand on voit certains conflits internationaux, ou notre rapport à l'argent, notre rapport à l'économie, aux politiques, au sexe, tout est remis dans une autre perspective que d'avoir ça. Et en même temps, on pourrait se dire, mais finalement, où est-ce que je choisis, où est-ce que je suis libre dès le moment où je choisis d'arriver dans un endroit où c'est la guerre civile, ou la guerre, ou la famine, ou le désœuvrement. Donc, tu nous as parlé tout à l'heure quelque part de réincarnation. Je ne sais pas si on peut parler ça comme ça. C'est beaucoup plus subtil à mon sens. Et en même temps, ce que tu nous dis fait écho aux dernières recherches actuelles sur les théories du chaos, sur la physique quantique, sur le fait justement qu'on est créateur et comment cela fonctionne. Donc les temps que nous vivons sont en train de nous montrer vraiment la réunion entre science et conscience, où là on peut commencer à vraiment mettre en mots, à expliquer qu'est-ce qui se passe et en quoi on est créateur. Et c'est vraiment magnifique. Ouais. Donc que des personnes qui, quelque part intuitivement, comme toi, comme ta mère, ont eu l'occasion de développer cette vision-là, qui trouve aujourd'hui une validation.
scientifique. Oui, tout à fait. En tout cas, de plus en plus, c'est vraiment autre chose. Donc, qu'est-ce qui est le plus important pour toi quand justement on prend conscience qu'on a eu comme croyance, une croyance, je n'en choisis pas une spécifiquement, une croyance qui a fait que je me suis attiré à moi des événements difficiles dans ma vie. Quand je prends conscience de la pensée racine qui a fait que j'ai vécu ce que j'ai vécu, on pourrait avoir de prime abord beaucoup de culpabilité ou de la colère. Comment est-ce que toi-même, peut-être dans ta vie, vis-à-vis de ceux que tu suis, tu peux... comment franchir cette étape-là? Mais il y a plein de façons de regarder les événements et bien souvent les drames dans notre vie nous ont apporté énormément, plus que de la souffrance, nous apportent souvent de la sagesse et nous permet aussi de mieux comprendre certaines personnes qui vont vivre la même chose, de pouvoir les aider. Il y a plein de façons de regarder les événements qu'on a vécus et suivant comment on tourne la caméra, on va comprendre que c'était juste. Après, voilà, on peut avoir des réponses très claires en regardant ce que ça nous apporte dans cette vie. Après, on peut regarder de façon multidimensionnelle, voir quel schéma on est en train de régler sur plusieurs niveaux en même temps. Donc, il y a vraiment plein de façons d'éclairer les événements dramatiques de nos vies. Et en général, on y trouve des réponses cohérentes. Et quand on se pose ce genre de questions, ou qu'on vient me poser ce genre de questions, c'est que finalement, on est prêt à entendre la réponse qui va sortir via le filtre de ma vérité, encore une fois. Je parle pas à tout le monde et j'ai pas... enfin voilà, mais ma façon de voir ne colle pas pour tout le monde. C'est pour ça qu'on est tend à s'éveiller, à avoir envie de tendre la main en ce moment. Il y a vraiment tous les sons pour tous les goûts. Quand tu nous parles de faire des séances par téléphone, tu nous expliques comment ça fonctionne, cette histoire? C'est assez simple. Donc au téléphone, voilà, c'est à peu près comme en présence. La personne m'appelle, ça dure 1 heure, me raconte pourquoi elle m'appelle, et puis de fil en aiguille, on remonte les événements qui bloquent ou les raisons de son appel, et j'apporte mon regard, j'apporte ma clairvoyance, j'apporte mes clés, mes conseils. Si je le trouve nécessaire, j'y apporte en plus la possibilité de faire un soin énergétique, que ce soit dans la foulée ou un rendez-vous quelques jours plus tard. Mais en présence ou non, à distance. Donc à ce moment-là, on a un rendez-vous. La personne sait qu'à telle heure, elle va aller s'allonger et... il n'y a même pas besoin de téléphone? Ce qu'on fait en général, c'est qu'on s'appelle après pour le débriefing et expliquer ce qui a été vécu de mon côté, de son côté. Et puis on finit comme ça avec les dernières informations et le ressenti du soin. Alors ça c'est intéressant et j'aimerais avoir ton point de vue là-dessus. Alors je sais, peut-être que vous avez eu l'occasion de le voir, dans certains documentaires où des hôpitaux font appel à des barreurs de feu parce que des grands brûlés arrivent. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas besoin de venir. Non seulement ils ne viennent pas, ils ont juste besoin de savoir le nom et le prénom de la personne et à distance, sans même que la personne des fois ait validé le fait de vouloir être soignée par un barreur de feu. Ça, c'est des pratiques ancestrales, j'ai envie de dire, des secrets transmis de guérisseur en guérisseur. Et c'est toi, pour toi, c'est quoi le secret, si je puis dire? C'est une formule vibratoire, c'est une formule magique vibratoire. C'est une phrase qui a donc une certaine vibration et qui va agir sur une certaine chose en particulier. D'accord. Voilà.
Oui, vraiment le verbe créateur, là. Oui, là, c'est de la pure magie. Hein. Enfin, voilà, tu peux nous donner ta définition de la magie, justement? Ouais, ma définition de la magie. Merci Laurent. Je t'en prie, avec plaisir. Il est gentil. C'est... On est tout le temps en train de faire de la magie, puisqu'on est tout le temps exaucé par nos pensées. Seulement, on n'en a pas conscience que c'est de la magie. On peut dire waouh, c'est magique quand on change foncièrement de direction dans nos pensées et que nous arrive quelque chose qu'on a clairement souhaité et pour laquelle on a créé avec toute l'intensité qu'il fallait pour que ça devienne réel dans notre vie. Et quand c'est quelque chose de totalement différent de ce qu'on vit habituellement, là on se dit waouh, c'est magique. Un changement brutal, c'est magique. En même temps, tu parles de certaines fréquences bien spécifiques ou des formules. Ouais. Donc, dans toutes les traditions, voilà, il y a ces j'ai envie de dire abracadabra, que c'est pas des mots en l'air, abracadabra, attention. Les mots ont une fréquence. Donc on pourrait fonctionner sans mots, on pourrait aussi juste simplement augmenter sa fréquence et puis visualiser la vie de ses rêves. Peut-être que ça suffirait. Là, en l'occurrence, on parlait des secrets qui sont pratiqués sur différentes choses. Donc voilà, il y a les brûlures, il y a certaines maladies, certains problèmes qui ont leurs secrets. C'est une formule qui est transmise, c'est des choses qui fonctionnent. Et je trouve ça vraiment génial que ce soit enfin c'est pas d'aujourd'hui que c'est pratiqué. C'est sûr. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est que l'information arrive au grand public et le simple fait de savoir que les médecins font confiance à des barreurs de feu, je pense que ça change l'opinion des gens. Et voilà, le but du jeu, c'est bien ça, c'est qu'un maximum de gens s'ouvrent à leur potentiel créateur. Eh bien, c'est un souhait pieux que tu donnes, auquel je me joins d'ailleurs. Nous arrivons à la fin de cette émission. Il nous reste 4 minutes. Donc, avant de nous quitter, je vais redonner, Joanne, ton site internet et ton numéro de téléphone. Joanne Lopvet, Lopvet. Pour la contacter, vous pouvez le faire via son site internet. Un rêve d'ange, tout attaché en un mot, .wordpress.com. Et ce numéro de téléphone, le 06 45 70 15 60, que je répète, le 06 45 70 15 60. Joanne vient sur Paris une fois par mois, à raison de 2 jours consécutifs, si vous souhaitez pouvoir la contacter ou, comme vous avez compris, par téléphone. Sinon, c'est en Alsace que ça se passe. Et si vous souhaitez apprendre sa pratique, sa technique, et vous aurez bien compris, je pense en tout cas, qu'il ne s'agit pas tant de développer une technique qu'en même temps d'aborder la vie sous un autre regard. Donc un travail sur soi qui est fait, que j'allais dire, conjointement. Tout à fait. Super. N'hésitez pas à la contacter, elle se déplace partout en France. Ouais, on peut peut-être dire un petit mot. Je t'en prie. Dis juste un petit. Alors, un petit mot. Voilà. Donc, La Voix est libre. Oui, voilà. La Voix est libre, donc c'est une association qui soutient différents thérapeutes. Son site, lavoixestlibre.com, voilà, et sur lequel vous pourrez retrouver justement toute l'actualité, la mienne et celle de mes collègues. Voilà, tous les stages qui se font via La Voix est libre. Autre chose concernant justement peut-être les stages ou autres pratiques pragmatiques que tu aurais à donner aux internautes? Non, okay. Je crois qu'on a tout dit.
Bon, bah écoute, Joanne, en tout cas, un grand merci pour cette émission, pour cette interview. J'espère que pour une première, ça n'a pas été trop dur. J'ai manqué un peu d'air, mais merci Laurent. Sachant que Joanne n'est pas aussi sage qu'elle en a l'air à la caméra. Elle sait bien se retenir, je peux vous l'assurer. Donc un grand merci pour ta réserve aussi, Joanne. Merci Laurent. Non, tu n'as pas à rougir. C'est vrai, je ne contrôle pas ça. À bientôt en tout cas, et puis bonne continuation à toi. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous, et puis on se retrouvera bien entendu pour une prochaine émission avec un autre invité. À bientôt.